nom est Corinna Loupou, j'accompagne les particuliers à faire face à des situations difficiles avec de l'hypnose et de l'accompagnement individuel et aussi les organisations grâce à de la facilitation complexe. Sur Tissage, j'explore plus largement au gré de ma curiosité et de mes lectures les relations entre êtres humains ou à soi ou au reste de la nature. Voici la série de conversations avec des personnes vivant hors des sentiers battus au niveau professionnel, privé ou les deux. Aujourd'hui, j'accueille Martine Cortési. Martine Cortési, bonjour, bienvenue sur Tissage. Je suis ravie de t'accueillir dans ce premier épisode consacré à des conversations avec des personnes vivant hors des sentiers battus sur le plan professionnel ou privé ou les deux. Merci Martine d'avoir accepté d'inaugurer cette première conversation avec moi, ça me touche beaucoup. Moi aussi, merci Corinna. Martine, nous nous connaissons parce qu'il y a plusieurs années, j'ai fait appel à tes services d'accompagnement et je me souviens très bien de la première impression que j'ai eue lorsque je suis tombée sur ton site. Ce qui m'a interpellée chez toi, c'est outre un côté très professionnel, avec des services décrits très clairement et détaillés parfaitement, en même temps un côté décalé par petites touches, notamment avec cette fameuse photo de toi prise sur le vif, en l'air, pendant que tu sautes. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, soit sur ton site martinecortesi.com, soit sur ton profil LinkedIn. Et donc, pour commencer, je me demandais, qu'est-ce qu'elle dit de toi, cette photo? Waouh, quel démarrage! Je te souhaite d'ores et déjà une jolie route avec ce podcast Merci. qui me parle, tu peux bien imaginer. Et je crois que ça sera effectivement absolument utile, nécessaire et assez joyeux même de pouvoir entendre des parcours qui sont effectivement hors des sentiers Mhm, battus. mhm. Et alors pour rebondir, vu qu'il s'agit de bons, Exactement. cette photo-là, elle est vraiment très importante pour moi, dans la mesure où, ben, comme tu le sais, l'image publique est hyper importante de nos jours, elle l'est de plus en plus, vu que Mhm, la majorité des moyens de communication passent par ce canal-là. Et mhm, donc, comment trouver exactement ce que tu as si bien décrit, la mhm, rencontre entre, je l'espère, quelque chose de professionnel et en même temps décalé. mhm, Donc, j'ai fait appel à, un merveilleux photographe que je te et que je vous recommande au passage, qui s'appelle András Barta et mhm. qui est à Genève. Hem, J'avais déjà, par le passé, travaillé avec un photographe, j'étais son cobaye. Donc pendant des mois, des années, j'ai passé un nombre d'heures conséquent à, à vraiment tester plein de choses, dont justement des sauts, sachant que dans la réalité, ça prend une seconde, hein, de sauter et de réatterrir et donc que c'est tout un exercice pour le photographe et pour le Mhm. modèle. Donc voilà, je lui ai demandé s'il était d'accord de tester ça et non seulement il a été partant, mais il a fait un boulot absolument remarquable. Et puis du coup, ben, ça fait des années que cette photo est restée parce que quelque part, elle est devenue mon ambassadrice. Oui. Et voilà, je suis ravie d'avoir quelque chose effectivement qui raconte une histoire aussi, qui est pas juste une photo standard, même si elle est bien réalisée, mais j'aime l'idée de raconter des choses et je travaille beaucoup avec le mouvement, donc et ben, Mhm. évidemment que c'est tout trouvé. Et puis il y avait une fonction qui était importante pour moi, c'était qu'il y ait aucun message, comment il faut dire ça élégamment? Aucun message non professionnel, c'est-à-dire que je ne souhaitais pas que ma photo soit prise par certaines personnes pour un appel à des contacts non professionnels. Ah Donc oui, oui, oui. choisir cette direction-là, j'entends, de mettre en scène quelque chose et puis d'être volontairement décalé, c'était pour moi la meilleure des stratégies et je crois que, en tout cas, jusque-là, elle a extraordinairement bien marché, donc elle est Mhm. restée.
Voilà. Alors Martine, se pencher sur ton parcours et ton travail, c'est un peu comme ouvrir la porte de la caverne d'Ali Baba. On peut lire sur ton On peut lire sur ton site que tu accompagnes des personnes depuis plus de 19 ans, dont plus de 9 en tant qu'indépendante. Tu viens d'ailleurs de fêter l'anniversaire de ces 9 ans il y a quelques semaines, donc félicitations. Merci. Et, et donc, tu fais de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement aussi en entreprise. Tu fais partie de l'équipe qui donne la formation en self-leadership. Tu donnes une formation pour communiquer d'une manière authentique en entreprise. Tu donnes aussi des cours pour apprendre à parler devant une caméra. Tu es thérapeute en fleurs de bac certifié ASCA. Tu organises des week-ends et des rencontres non ordinaires. Tu as aussi un autre parcours plutôt coloré au monde du spectacle. Tu as fait du théâtre, de l'impro, un stage de clown. Tu as été présentatrice à la télévision, animatrice à la radio. Tu fais du coaching théâtral. Et puis, tu as aussi été responsable de projet, rédactrice indépendante, formatrice, facilitatrice. Tu as travaillé dans l'admin, dans des banques, des cabinets d'avocats, une société financière. Et, et Martine, toi, comment est-ce que toi tu parles de ce que tu fais? Je n'en parle pas. Encore mieux. Je crois que la démonstration que tu viens de nous faire en est vraiment la meilleure preuve. Je ne parle pas de mon part, enfin, c'est très rare et il n'y a pas d'intérêt à ça, surtout pas de dérouler toute la liste, j'entends, Mhm. heureusement d'ailleurs. Donc mon métier de base étant la maïeutique, Mhm. mon métier, c'est de poser des questions, pas d'y répondre. Donc c'est merveilleux quand les gens me posent des questions, je leur repose des questions en retour et donc ben, évidemment que c'est beaucoup plus plaisant pour la majorité des gens de parler d'eux. Alors ça Mhm. marche très bien et ça me va très bien dans la mesure où je n'ai pas forcément moi d'élan ou d'intérêt particulier à parler de moi, Mhm. et encore moins de chercher à dérouler cette liste parce qu'elle n'a pas de sens pour le commun des mortels et Mhm. donc quand ça s'y prête, je le fais très volontiers. Comme c'est le cas aujourd'hui, ça demande d'avoir Mhm. le temps, premièrement, Mhm. hein? Oui, merci de le prendre. Bah, écoute, si, si, c'est important, ça demande aussi d'avoir le bon cadre Mhm. et donc bah, voilà, je il y a plein de fois où ces questions-là, elles font partie de ce qu'on appelle le small talk et comme de toute façon, c'est quelque chose que je ne sais pas faire, bah, voilà, Mhm. c'est ça n'est pas grave. Donc oui, en général, c'est contextuel. Si quelqu'un me pose une question, Ouais. c'est parce qu'il a besoin d'un renseignement qui est assez évident pour moi. Donc je Mhm. vais lui répondre, sur la partie qui le concerne ou pour, le rassurer ou pour l'informer ou pour vraiment, bah, voilà, répondre à la question qui est derrière la question. Oui. Alors pour moi, ça faisait écho à cette idée de vivre hors des sentiers battus ou en tout cas au niveau professionnel. Est-ce que toi, ça te parle, cette idée de vivre hors des sentiers battus? Je vois pas du tout. Alors oui, bien sûr que ça me parle, dans la mesure où, bah, encore une fois, de t'avoir entendu, j'ai cru que je tombais de ma chaise parce que c'est vrai que je c'est rare de dérouler toute la liste, de mon Mmh. parcours qui est effectivement hors des sentiers battus et tant mieux si on le prend au sens, littéral et Mmh. oui, enfin depuis toujours, j'ai envie de dire, j'ai entendu des retours qui enfin, c'est pas moi qui ai cherché à sortir de quoi que ce soit, j'entends. Je crois que je Oui, suis née en dehors, donc heu, ouais. j'ai très vite eu des feedbacks là-dessus et voilà, c'est comme ça. Tu es né et tu as grandi à Nyon, à côté de Genève en Suisse. Alors attends, je suis née à Genève, très Ah, important, tu es né à Genève. c'était absolument volontaire et toute une histoire. Donc je suis née à Genève pour qu'il soit écrit que je suis née à Genève sur mon passeport et j'ai grandi à Nyon. Ah d'accord, c'est intéressant. C'était une volonté que tu naisses à Genève. Oui, oui, quand on a, voilà, quelqu'un qui est, attaché à son canton, ça donne ça. Mmh, je vois. Et comment c'était d'être une enfant pour toi? J'hésite entre, insurmontable, impossible, heu,
Difficile évidemment, j'ai l'impression de pas avoir j'ai pas l'impression d'avoir été un enfant, en fait, à aucun moment presque. Mmh. Et pour aller un peu plus dans le quelque chose de concret, si tu imagines que tu as environ 10 ans et que c'est le week-end, ça ressemble à quoi pour toi un week-end? Ouf, alors là, c'est peut-être au hasard qui n'en est pas un, Mmh. pas tellement la meilleure époque pour moi. D'accord. J'ai Mes parents ont divorcé quelque temps auparavant, Mmh. de ça s'est pas bien passé, pour personne et Mmh. à cette époque-là, c'était vraiment le week-end pour moi, c'était la terreur. Ah, la terreur, oui, ça c'est fort. C'est fort et c'est, on purpose. Mmh. Donc voilà, les week-ends, j'aurais préféré qu'il y en ait pas. D'accord, et est-ce que tu aimais faire quelque chose pour, avoir des activités dans lesquelles tu pouvais te réfugier ou te ressourcer? Qu'est-ce que tu faisais? Oui, ce qui m'a sauvée, c'est les arbres. Mmh. Je passais beaucoup de temps dans les arbres, j'aimais grimper, construire des cabanes, improbables, hem, tout ce qui était je faisais déjà du cirque à cette époque, tout ce qui était Ah aérien, super. j'aimais être en l'air. Donc Ah super. et puis oui, enfin ça a très vite été le fait d'aller dehors, d'aller, souvent, je sais pas, dans la forêt, dans les endroits loin de tout le monde. Mmh. Et comme j'avais pas mal d'espace autour de moi, heureusement, ben, je pense que ça m'a sauvée. Mmh. Oui, les questions de système nerveux, à réguler qui se qui fait ça très bien, au contact, du reste de la nature, des arbres, des oiseaux. Effectivement, ce sont des belles ressources. Je pense que, ouais, quand on n'a pas la chance d'avoir autour de soi des êtres humains qui font ce travail de régulation avec nous, qui est pas forcément un travail, mais juste une connexion, en fait, une connexion, Oui, régulante. Se tourner vers, des endroits comme les arbres ou ça peut être le lac aussi, ça peut être des balades en forêt ou d'autres animaux. C'est précieux et c'est important, je pense aussi, de pas oublier que ce contact avec le reste du vivant, il est aussi, important, en fait. Il est tout aussi important que le contact, entre êtres humains. Donc ouais, merci de mmh. bah, merci pour ce que tu viens de dire Mmh. toi. Ça me semble à la fois Mmh mh. évident et en même temps tellement important à dire et à redire. Et ça me fait écho avec, des discussions avec mon superviseur qui est tellement précieux pour moi et avec qui on parle souvent de ces choses-là et de remettre l'humain non pas au centre du monde, Exact. mais de le remettre à sa place dans faisant partie du monde et ça me semble assez fondamental, ouais, vraiment et cette, co-régulation dont tu parles, Mmh mh. ben, ça fait partie de sujets qui sont devenus pour moi des sujets de prédilection. Heu, ouais, c'est hyper important, je crois, de se mettre à en parler de plus en Oui. plus. Le, la culture du trauma informed care a même pas encore son nom en Non, français. absolument. Donc on a du travail! Tout à fait. Alors sur ton site, on peut peut-être en parler du rapport au haut potentiel, l'hypersensibilité, troubles de l'attention et hyperactivité. Tu dis donc sur ton site que tu avais l'impression, je te cite, «d'être différente et de faire différemment, de sentir et de voir une foultitude de choses invisibles aux yeux du monde et donc de déranger». Je ferme les guillemets. En quoi est-ce que ça a changé aujourd'hui pour toi, ce rapport au fait de déranger? Eh bien, ça a changé, du tout au tout, dans le sens que ça n'a pas changé, c'est que j'en ai Mmh mh. fait autre chose. Excellent. Hem, oui, c'était pas ça n'a jamais été mon intention déjà. Mmh mh. Donc, pour moi, mon malheur vient de là, c'est que souvent c'était perçu comme une intention de ma part Mmh mh. et donc, ça a provoqué beaucoup de rejets, beaucoup de critiques, beaucoup de réactions très violentes et de conflits et de choses comme ça que j'ai toujours détestées et surtout ça provoquait une grande incompréhension de ma part parce que ça n'était vraiment pas du tout, encore une fois, mon intention.
Mmh. et ben, avec le chemin qui est le mien, où j'ai peu trouvé d'aide ou de soutien autour de moi, j'ai fabriqué des moyens de tirer mon épingle du jeu et souvent en en passant exactement par là où ça semblait le plus impossible. Donc un jour, je me suis demandé: «Tiens, et si déranger, c'était Mmh. ce que je savais faire de mieux et à quoi est-ce que ça pourrait servir de manière positive?» C'est-à-dire, plutôt que d'être prisonnière des milliers probablement ou voire des milliards, j'ai envie de dire, parce que ça Mmh. s'étale sur beaucoup, beaucoup d'années de critiques et de problèmes que j'ai eus à cause de ça. Je me suis dit: «Mais en fait, si ça amenait quelque chose de positif et qu'est-ce que ça amène de positif?» Parce que peut-être c'est moi qui ne le vois pas étant donné que les retours que j'ai eus ont été négatifs. Peut-être que c'est foncièrement pas négatif, c'est peut-être négatif pour les gens autour de moi. Pour rebondir sur ce que tu disais avant, le cirque, c'est peut-être quelque chose qui a pu t'inspirer aussi à ce niveau-là? Il y a un peu une manière de déranger dans le sens où ce n'est pas ce qu'on voit d'habitude qui se passe au cirque et Oui. ça peut être bousculant aussi? Oui, oui, c'est joli comme lien. Très probablement Mmh. que, le cirque, le j'étais sur scène à partir de 6 ans. J'ai fait après, assez rapidement du cirque et du clown déjà très, très tôt aussi Mmh. et effectivement dans l'art du clown, Mmh. ben, c'est la structure même du clown. Oui, Ouais. donc bien sûr que, d'une manière directe ou indirecte, c'était pas conscient à cette époque si tu veux, mais bien Ouais. sûr que ça m'a probablement, comment dire, donné des leviers quelque part, Mmh. depuis assez tôt pour envisager les choses autrement et Mmh. donc de le déranger finalement, bah, c'est vraiment la meilleure manière de décrire le travail que je propose et d'ailleurs, Mmh. vu que tu as dit tout à l'heure que tu étais venu me voir, tu pourras peut-être Mmh. en témoigner, on ne sait pas. Mais tout à fait. J'ai vraiment pour moi, c'est l'idée de déranger en presque si on séparait les 2. Mmh. C'est d'aller secouer les choses qui sont venues se poser, qui souvent sont néfastes, hein. Mmh. Les injonctions, toutes les attentes, quelles qu'elles soient, enfin tout plein de carcans desquels nous avons hérité, des fois en ligne directe, des fois à travers notre société. Mmh. De finalement tout ce que nous trimballons qui est plus ou moins bien rangé selon les injonctions reçues et qui ne nous appartiennent pas ou qui nous entravent ou qui nous rendent malheureux ou qui nous font faire des choses qui sont pas en lien avec, qui nous sommes vraiment et cetera et le fait de déranger pour Mmh. re-ranger, bah, Mmh. mais je me suis dit: «Tiens, c'est quand même, assez juste pour décrire de manière métaphorique le travail que je fais». J'ai fait ça pour différentes choses qui étaient vraiment de l'ordre de l'insupportable, de Mmh. retourner ces choses-là et de me dire: «Mais si je le prends vraiment dans l'autre sens, vu que je pourrais jamais m'en défaire, Mmh. est-ce que j'arrive à le percevoir et vraiment le quelque part l'utiliser même, plutôt que d'être comme, j'ai envie de dire figée à cause de tout ça et donc prisonnière et dans l'impuissance». Ça a amené du mouvement également chez toi? Bien sûr et puis ça s'est vu dans ma communication parce que ça, c'est typiquement des choses de l'ordre sémantique qu'après je peux réutiliser, et donc oui, ça fait partie de ce qui est assez joyeux pour moi d'avoir transformé les choses les pires, en quelque chose de constructif et faire de l'alchimie, s'il y avait pas ça, qu'est-ce qui resterait, hein? Comment voyais-tu la vie qui s'ouvrait devant toi au début de ta vie d'adulte? Et quelles étaient les lunettes que l'on t'a transmises pour percevoir le monde? Tu en as parlé un peu. Oui, j'en ai parlé un peu donc sans surprise, alors si je me télétransporte dans le début de ma vie d'adulte, c'est un champ de ruines, hein, que je retrouve, donc Mmh ça mh. me donne pas très envie de retourner à cet âge-là. Mmh. J'ai vécu tellement d'événements, tout à fait tragiques et dramatiques, pour dire ça sans donner de détails, Mmh. qu'au début de ma vie d'adulte, j'étais complètement en marge, j'allais dire j'étais un rebut de la société, c'est peut-être un peu, mais au moins c'est assez fidèle à ce que je ressens. J'étais en état Mmh. dépressif,
Mmh. J'avais fait 50 millions d'écoles, de tentatives de recherche de boulot, de en fait, de 1000 tentatives dont Mmh. aucune n'allait nulle part. Mmh. J'avais vraiment pas de futur, pas de et pas de capacité d'en avoir à cause du syndrome de stress post-traumatique complexe, qui était Mmh. là depuis déjà un bon moment et qui continuait d'être Mmh. alimenté par différentes choses terribles. Je suis tombée en plus à cette époque-là, encore une fois, sur des difficultés dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. Enfin bref, c'est à cet âge-là, je pensais que c'était ça la vie. Je pense, tu Mmh. parles des lunettes, qu'on m'a Ouais. transmises, quelque part, j'avais aucun moyen de comment dire? De savoir ou de sentir peut-être pas. J'avais heureusement au fond de moi quelque chose qui m'a guidée, qui est resté Mmh. intact et qui m'a guidée pendant tout ce temps, mais c'était très au fond, donc ça demandait d'être, capable de rester en lien avec cette partie-là. Donc Mmh. les lunettes, c'était assez, oui, la vie, c'est comme ça, quoi. Quelque part, le message que j'avais, c'était que je n'avais reçu que des messages négatifs vraiment sur moi, à peu près tout le Mmh. temps. C'est une grande généralité, mais elle est pas tout à fait fausse. Donc j'étais un problème, je posais problème, je ne rentrais nulle part et j'emmerdais tout le monde et tout le monde me le faisait savoir. Personne ne s'inquiétait de comprendre pourquoi il se passait ce qui se passait, ni mes symptômes, ni mes difficultés. Tout était à chaque fois vraiment renvoyé sur, le fait que, bah, c'était de ma faute en gros ou ma responsabilité ou moi qui voulais pas ou enfin voilà, c'était voilà, j'avais qu'à me Mmh. démerder et Mmh. donc ben, la vision de la vie à ce moment-là et oui, il y en a pas. J'étais complètement dans la survie. Et donc tu as eu quand même les ressources pour retourner cette situation à ton avantage, en fait? Alors ça s'est pas fait pendant la nuit, hein. Non! Je c'est une question très mystérieuse pour moi. Mmh mh. Mmh. Je ne comprends pas et je ne pourrai jamais expliquer comment ça se fait, pourquoi certaines personnes, dont apparemment je fais partie, trouvent quelque part en eux Mmh. justement des ressources, du courage et malgré oui des éléments et des événements qui ont continué d'ailleurs, pendant fort longtemps, hem, Mmh. en chaîne vu que c'était le monde dans lequel je pensais vivre donc il y avait pas de raison que ça s'arrête et quand j'allais chercher de l'aide, j'en trouvais pas et j'ai souvent quand j'ai été chercher de l'aide, je Ouais. suis tombée sur des gens qui ont soit abusé de moi, soit, voilà qui ont reprovoqué d'autres traumatismes pour être clair. Mmh mh. Donc Mmh. ça semblait être une espèce de chose inextricable et pourquoi, je ne sais pas, ça reste un mystère. J'accompagne des gens depuis longtemps Mmh. et je peux pas non plus expliquer ou dire, comment ça se fait que certains, cherchent un chemin et en trouvent un et d'autres cherchent aussi d'ailleurs, hein, et n'en trouvent Mmh. pas. Je sais Mmh. pas, c'est vraiment mystérieux. Pendant très longtemps, j'étais pas du tout consciente de cette notion de courage. Pour moi, j'avais aucun courage. Pour rappel, Mmh. le courage, c'est la capacité d'avancer quand même avec la peur et Ouais, non pas de ne plus avoir peur. Et ouais. je me suis dit: «Mais finalement, d'avoir vécu bien pire que la peur pendant si longtemps, pour moi, l'espace de la terreur a rien à voir. C'est encore Oui, un oui. une dimension, qui est tout à fait ailleurs» et je me suis dit: «Bah, finalement, ouais, ben, en ayant connu ça, ça met en perspective quelque part beaucoup de choses. Mmh. Donc finalement, avoir peur, même mourir de peur comme on dit, ben, Mmh. je n'avais pas peur d'avoir peur et finalement c'est vraiment ça le courage. Tu avais une étincelle qui te poussait à avancer, à chercher encore, à Oui, ça oui. ouais. C'est ça heureusement, même dans les moments les plus sombres et qui semblaient les définitifs quoi, Mmh. j'avais vraiment, j'ai reçu ce message, interne, j'entends, c'était pas une voix qui me parle, comme dans Oui. Wix, hein, mais j'ai la voix te parle. Heu, j'avais cette intuition que Mmh mh. ma vie commencerait à partir de 40 ans. Donc c'était là très tôt, je sais pas à quel âge c'est arrivé ça, mais c'était vraiment là assez tôt et c'était ce chiffre-là, pas un autre.
j'avais quelque part quelque chose en moi qui m'avait avertie et qui m'avait aussi averti que, ça prendrait pas mal de temps avant que la vie ma vraie vie commence et c'est vrai, en fait, c'est alors pas au jour près, mais, heu, Mmh. étant donné qu'un beau jour, j'ai heureusement trouvé sur ma route quelqu'un qui a pu m'apporter du soutien par rapport à ce syndrome de stress post-traumatique que j'avais fini par découvrir toute seule, alors qu'il y avait Mmh. des indices, un peu plus gros que des maisons, même ma foi. Mmh. Hem Et de pouvoir commencer le travail de réparation de mon système nerveux et de comprendre comment tout ça fonctionne d'un point de vue tout à fait mécanique dans notre corps Oui, et donc pour moi, c'est ça qui permet de passer de la survie à la vie et c'est pas dans la tête que ça se passe, c'est dans le corps. ouais, absolument. Donc dans tout ça, j'ai eu une chance inouïe de rencontrer la bonne personne, que je suis pas du tout allée voir d'ailleurs pour cette raison au début, mais de fil en aiguille, j'ai quand même atterri chez la bonne personne. Je parle de Steve Haynes, qui est un Mmh. spécialiste, du trauma et des douleurs chroniques et du Mmh. système nerveux donc entre autres, qui d'ailleurs je recommande à un site Mmh. incroyable, qui écrit des BD qui sont traduites en français, qui sont édifiantes. Et enfin voilà, qui fait qui donne des formations, qui fait des webinaires. Enfin, j'invite vraiment à nos auditeurs, si cela les intéresse, d'aller jeter un œil de ce côté-là parce que ça fait partie pour moi des ressources en or que je propose aux gens que Merci. j'accompagne. Et je trouve essentiel de manière collective d'apprendre comment nous fonctionnons parce que c'est universel. Tous autant que nous sommes sur Ah la oui. planète, il s'agit de notre structure interne. Voilà, le fait d'avoir pu rencontrer sur mon chemin quelqu'un qui m'a pas du tout parlé théoriquement de tout ça, donc qui travaillait directement sur le système nerveux de manière physique, j'entends, c'était pas de la thérapie, blablabla. Mmh. Ouais. Ça m'a pris des années, ça pas Mmh. venu non Oui. plus pendant la nuit, Non. hem, mais de pouvoir faire ce travail m'a permis de littéralement sortir de tous ces mécanismes de survie dans lesquels je vivais sans le savoir parce que c'est ça aussi qui est fou, c'est que ça empêche de le voir, d'être dedans. Ouais, absolument. Et ça Oui. correspond à peu près à mes 40 ans. Là, il y a une grande Mmh. bascule qui s'est faite à peu près autour de cet âge-là. J'en ai 46 aujourd'hui Mmh. et là, je reviens d'un week-end épouvantable. Avant, je serais morte et là, mon Mmh. système nerveux a pu traverser tout ça et revenir, assez intact et pour moi, ça, c'est un miracle. Oui, un gros changement. C'est vrai que le la traumatologie est assez en retard, dans le monde francophone, Oh donc oui, il y a c'est même bien pas d'en les parler. bons il y a même pas les bons termes qui sont traduits, c'est horrible! C'est horrible. Non. Je me réjouis d'avoir du temps, j'espère que j'en aurai un jour, pour, Mmh. commencer de documenter tout ça en français, effectivement. Mmh. En page d'accueil de ton site, on peut lire comme accroche: «Parce que vous n'avez besoin de personne ou presque». Est-ce qu'il y a des personnes qui ont compté pour toi? Alors tu disais, Steve Haynes, c'est ça? Oui, Est-ce qu'il y en aurait d'autres, qui étaient plus proches de toi, hem, autour de toi? bien sûr qu'il y a eu des personnes qui ont joué un rôle clé à un moment donné. Mmh. Donc il y en a eu plusieurs à différentes époques, hem et heureusement parce que je me suis très souvent retrouvée vraiment seule et démunie. C'était un running joke pas drôle, à Mmh. l'époque où j'étais justement jeune adulte et où je traversais toutes ces épreuves qui étaient extrêmes et ça m'arrivait je ne sais pas combien de fois de faire, comme on dit, tout mon carnet d'adresses et de Mmh. n'avoir personne qui soit là pour m'écouter, pour me répondre, tout court, Mmh. et je me disais: «Mais comment c'est statistiquement possible?» Ouais, effectivement. Et ouais, c'est frappant parce que c'est arrivé un certain nombre de fois Mmh. et d'une manière ou d'une autre, c'est quand même le fil rouge de mon existence. Donc heureusement qu'il y a bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont énormément compté. Quand j'étais ado, par exemple, j'avais Mmh. une meilleure amie avec qui on avait une connivence comme jamais je n'ai retrouvé dans ma vie Mmh. et on a passé un nombre incalculable d'heures à rire, par exemple. Mmh. Ce qui, je crois, est quand même la recette du succès dans la vie. Oui. Hem,
J'ai mon ami d'enfance, que je connais littéralement depuis que je suis née, qui a aussi Ah été oui. là à des moments clés. Même s'il y a des longues périodes où on s'est perdu de vue, il y a un lien très spécial qui nous unit et Mmh. c'est la seule qui a pu être là dans des moments, plus que délicats, où oui, où voilà, tout s'est écroulé, où j'étais en danger, tout court, et je pouvais frapper à aucune porte. Donc, enfin, voilà, la liste est évidemment beaucoup plus longue. Il y a eu des Mmh. gens dans ma vie et il y en a toujours qui sont hyper importants. Cependant, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la solitude dans le sens, je sais pas comment dire, pas la solitude subie, Mmh. dans le fait de partir peut-être sur des chemins différents, Mmh. d'emprunter justement des voies qui sont pas celles qui sembleraient des fois, les bonnes ou qui sont classiques évidemment ou je sais pas et en travaillant aussi sur mon branding, on est arrivé sur cette éclaireuse au sens, de partir devant pour, repérer le Mmh. territoire Mmh. et évidemment que la symbolique de la lumière est intéressante pour moi, de porter une lanterne, j'entends Oui. et d'avoir en soi quelque chose qui illumine et qui permet aussi de justement voir le chemin pour pouvoir avancer. Mmh. Tout en laissant les uns et les autres libres évidemment. Donc je sais pas, je me suis dit dans ma vie à plusieurs moments, ça doit faire partie de ma vie. Il y a quelque chose qui quand même, Mmh. est récurrent, quoi qu'il se passe et de nouveau plutôt que de le porter comme une croix, Mmh. là aussi à un moment donné, je me suis dit: «Ben, à quoi est-ce que cela sert dans le sens de servir, de contribuer?» Ouais. Et je fais le lien pour terminer avec le slogan que tu cites. Mmh. Parce que vous n'avez besoin de personne ou presque, est arrivé après plusieurs années où j'exerçais et je cherchais justement quel est le point commun entre tous mes clients. Quand on fait du marketing, c'est quelque chose qu'on connaît Mmh. et Oui. je n'en ai trouvé aucun, mais aucun. J'étais: «Mais c'est pas possible!» De tous les paramètres, qui puissent être définis, j'entends et Oui. quantifiés, je ne trouvais pas de point commun entre mes clients. J'avais des enfants, des adultes, j'avais enfin, tous les profils possibles et imaginables, des demandes et des besoins absolument, sans aucun rapport les uns avec les autres et cetera et Ah donc, ouais. à force de me creuser la tête pendant, assez je sais plus, mais pendant des mois, un jour, je me suis dit: «Mais en fait, le seul point commun qu'il y a entre tous mes clients, c'est moi». Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est à un moment Excellent donné, point ils commun. sont venus me voir, voilà, c'est tout ce qu'il y a comme point commun et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tous ces gens qui sont pourtant très autonomes, très indépendants, très démerdes en général, comment Mmh. ça se fait qu'ils sont venus me voir? Eh ben, Mmh. je crois qu'il est là le point commun. Mmh. Mmh. C'est de se débrouiller dans la vie finalement, oui, de se débrouiller, se démerder, désolée pour mon langage Mmh. et quand même à un moment donné, il y a besoin d'avoir l'échange avec quelqu'un. Il y a besoin de pouvoir faire un bout de route ou de construire un pont ou Mmh. d'avoir un rétroviseur ou Mmh. de créer du lien, de la connexion. Je crois pas que ça soit possible en tant qu'être humain de rester justement complètement désolidarisé du reste des êtres humains. Ah, nous sommes d'accord, oui, tout à fait. Et Donc d'ailleurs, c'est devenu mon slogan. mmh, oui, oui, c'est intéressant que tu aies cette envie d'organiser, un espace pour les autres. Je pense aussi à ces rencontres non ordinaires qui se font sur, inscription et qui ont lieu au Capybara à Nyon. Et d'ailleurs, pour être tenu informé de ces rencontres, on peut s'inscrire à ta newsletter. Et puis, tu organises aussi des week-ends non ordinaires et là, je me demandais qu'est-ce que ces événements ont de non ordinaire et est-ce que ça a un rapport aussi avec le fait d'organiser un espace pour les autres? Oui, absolument. Oui, oui, ça vient de là, dans le Mmh sens mh. où, bah, pour reprendre ce que je disais auparavant, tous ces gens qui venaient me voir, je ne voyais Oui. pas de point commun pendant longtemps, jusqu'à ce que je me rends compte qu'ils sont pas Mmh mh. dans les critères Mmh qu'on mh. recherche en marketing, mais qui Exactement. sont ailleurs. Heu, donc voilà, encore loin des sentiers battus. Hem
Donc c'est ça le point commun, d'avoir aussi des gens qui évidemment sont sur des chemins qui sont pas ordinaires, que j'estime Mmh être mh. non ordinaires dans ce sens-là. Donc ça vient de là cette appellation et c'est vraiment venu du constat, hem, que tous ces gens que je rencontre à travers mon travail et qui, pour la plupart, témoignaient de leur sentiment d'être, Mmh. seuls à être comme ils sont, de manquer de contact justement, de manquer de lien avec des personnes avec qui ça soit un peu plus fluide et surtout pas, comment dire? Protocolaire et Mmh. dans les carcans habituels. Ben, à bout Mmh. d'un moment, je me suis dit: «Mais c'est pas juste que moi j'ai cette chance-là, de par mon métier, de rencontrer toutes ces personnes et qu'elles n'aient Mmh. pas la possibilité de se rencontrer entre elles». Donc c'est né de ça et ça m'a demandé, de faire un énorme travail sur l'espace de la confidentialité qui était pour moi rédhibitoire à cette époque parce que je protège de manière féroce l'identité de mes clients. Jamais je ne dis, à part après 14 Mmh. couches de consentement, qui sont mes clients et donc bah, ça m'a demandé de justement de créer cet espace et d'avoir confiance, de laisser faire et j'ai posé un cadre dans ces rencontres voilà, en expliquant les choses telles qu'elles étaient et moi, je ne faisais pas vraiment partie des discussions, c'était pas le but. J'étais là Mmh. comme justement pour offrir l'espace au sens propre et figuré et depuis la première édition de ces rencontres non ordinaires, ça a été exceptionnel parce que les gens qui venaient ne Mmh. s'étaient jamais rencontrés donc venaient tout seuls et en une seconde, tout le monde, se mettait naturellement à parler avec quelqu'un comme si, ça faisait 20 ans qu'ils se connaissaient et j'étais fascinée, c'est absolument extraordinaire et c'est à cette même époque où j'ai créé ces rencontres-là Mmh. qu'Andrea est devenu mon client et comme c'est lui Oui. qui en parle, je me permets d'en parler et donc quand plus tard il a ouvert le Capybara qui est aussi, arrivé des suites de notre travail, ben, ça me semblait hyper pertinent de me faire migrer les rencontres non ordinaires dans sa vinothèque Mmh. indépendante, de sorte à la faire connaître, sachant que j'ai pas de moyens financiers. Pour moi, c'est ma manière de contribuer et donc voilà, d'inviter des gens à découvrir cet espace et à co-construire ces rencontres avec Andrea et et elles vivent leur vie. Pour moi, c'est pas mon événement, c'est un événement qui a sa propre, vie, qui voilà, qui Mmh. grandit, qui évolue, qui change, qui migre et voilà, je ne sais pas du tout où ces rencontres vont. Est-ce qu'elles vont continuer, Mmh. s'arrêter, Mmh. reprendre? C'est déjà arrivé plusieurs Le fois. propre du vivant. Mmh, Ouais. voilà. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est ça le propre du vivant et je trouvais intéressant l'idée de ne pas enfermer un Mmh. événement dans un carcan. Et qui a eu une petite sœur dans les week-ends aussi. Oui, les week-ends, ont vraiment comme objectif d'offrir un espace d'exploration de soi. Alors dit comme ça donne moyennement envie, mais Ça dépend. nous vivons de nous vivons dans un monde oui, parce qu'il ne s'agit pas du tout de faire, enfin, toi, tu le sais, mais il ne s'agit pas du tout de faire des trucs, plan-plan Mmh. ou enfin bref. L'idée, c'est d'aller dans un cadre exceptionnel, Mmh. agréable, merveilleux, où il y a 1000 et une choses absolument délicieuses à faire et à vivre et de se poser la question de: «Tiens, comment est-ce que je fais des choix à chaque instant?» Mmh. Mmh. J'ai envie de quoi? J'ai besoin de quoi? Comment est mon énergie? À quoi est-ce que je réponds comme injonction interne? Qu'est-ce qui me guide? Pourquoi je fais ce que je fais? Comment est-ce que je communique? Mmh. Est-ce que je peux prendre ma liberté? Est-ce que je me sens coincée parce qu'il y a un groupe? Est-ce que? Et l'idée, c'est pas de répondre à ces questions-là, c'est vraiment d'avoir un espace pour se les poser, pour prendre le temps de se les poser. Et donc dans le but de sortir des autoroutes habituelles, parce que nos habitudes, ben, c'est vraiment d'un point de vue neurobiologique, ce sont des autoroutes. Mmh. C'est-à-dire que c'est les mêmes stimuli qui passent par les mêmes circuits neuronaux pour offrir les mêmes réactions. Mmh. Et l'idée, à un moment donné, c'est de faire une sorte de self-check de tout ça et de se dire: «Tiens, est-ce que mes autoroutes, elles mènent toujours aux bons endroits ou est-ce que j'ai un peu envie de changer de destination là?» Mmh. donc Mmh. donc voilà comment est né ce week-end,
qui était lui aussi à destination d'abord de ma clientèle et puis celui-ci est devenu public. J'ai un site qui est en ligne. Mmh. Les rencontres non ordinaires, jusqu'à maintenant, j'en ai jamais parlé publiquement. Donc il y a seulement les gens qui ne savaient pas au moment de s'inscrire à ma newsletter qui sont avertis de ces événements. D'accord. Ah, je trouve que c'est une excellente idée, ces week-ends non ordinaires, comme, opportunité créée pour, observer ses propres mécanismes, face aux choix, aux décisions et comme tu dis aussi au rapport au groupe. C'est une occasion qu'on a rarement, dans la vie, d'avoir un moment exprès pour ça. Dans tous les cercles, quels qu'ils soient, il y a un modus vivendi qui est tacite et le fait de s'en extraire sans que ça crée des incompréhensions, du rejet, de la panique, des tensions, enfin des choses qui en général sont plutôt perçues comme négatives évidemment, hem, Mmh mh. bah, c'est pas évident à mettre en place. Donc ça Mmh. demande vraiment du consentement, de la clarté, un cadre et d'avoir envie. Et donc voilà. Là aussi, pour moi, les week-ends non ordinaires sont vivants comme les rencontres non ordinaires. Donc j'ai pas une date chaque année où c'est la même ou blablabla. Ça va, ça vient. Ça m'est Mmh. arrivé de co-faciliter certaines éditions, d'autres, je les ai faites seule. Ça a changé, il y a eu des accidents de parcours. Je me suis retrouvée seule alors que c'était pas prévu. J'avais une cliente inscrite et j'ai décidé de faire le dernier en date, je l'ai fait pour une personne. Ah oui. Donc voilà, c'est un gouffre financier que je ne saurais nommer parce que d'avoir fait un site, d'avoir fait toute la com, c'est un projet énorme et d'avoir une personne qui participe, ben, autant dire que le week-end m'a coûté plusieurs milliers de francs et et ça serait à refaire que je referais parce que j'ai trouvé joyeux, tout ça s'est fait parce que voilà, on en a discuté, on s'est dit: «Bon, bah, finalement, ça serait super» et c'est le genre d'aventure, je trouve, qui donne aussi à la vie la peine d'être vécue, comme on dit, hein. Mais oui, exactement. Et donc pour, rebondir sur, tes activités, tu vas donner une conférence théâtre intitulée «Si on pouvait en parler» avec Éric Rabouin, traitant des violences sexuelles d'une manière différente de celle dont nous avons l'habitude. Cela se passera à Genève le 6 juin 2024 à 19h chez Floki Loutre. Toutes les informations sont sur leur site. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Comment est né ce projet? Il est né de la rencontre avec Eric, puis plus tard avec un texte qu'il avait écrit en vue de le lire comme témoignage, donc dans une conférence publique. Et d'avoir pris connaissance de ce texte, évidemment, m'a d'abord beaucoup touchée. Mmh mh. D'avoir un homme qui témoigne de violences sexuelles est extrêmement rare à l'heure où nous parlons, Mmh. et le faire de la manière dont il l'a fait aussi. Donc tout ça m'a évidemment déjà parlé, moi-même ayant vécu des violences sexuelles depuis mon enfance et ça n'a plus cessé pendant 35 ans, donc voilà, c'est pas très léger. Mmh. Donc c'est un sujet que je connais bien et et que j'ai traité bien évidemment. Donc cette rencontre avec Eric et avec son texte a fait que je lui ai proposé un soutien par rapport à la mise en forme, je ne sais pas comment dire, le peaufinage de Mmh. son texte dans la perspective de le lire publiquement, qui est un tout autre exercice que de publier quelque chose que les gens vont lire par eux-mêmes. Ouais, tout à fait. Donc ça demande une mise en scène quelque part de l'écriture qui est très différente et donc j'ai proposé, oui, par envie de soutenir Eric dans sa démarche, Mmh. de collaborer avec lui sur son texte qui était évidemment très délicat parce que c'est quelque chose d'immensément intime Mmh. et ça m'a fait plonger dans cette matière-là, donc je la connais bien et puis Eric fait partie d'une association qui traite des violences sexuelles, donc m'a aussi beaucoup parlé de son engagement, de ce qui se passe autour d'un point de vue politique. Lui est en France, mais enfin voilà, on a les mêmes, problèmes, même s'ils se posent différemment d'un pays à l'autre et à force de discuter avec lui, un jour, je lui ai proposé de créer notre propre conférence théâtre pour pouvoir être libre. C'est-à-dire de justement, encore une fois, de ne pas faire les choses comme elles se font, Mmh.
aller chercher au fond de nous ce que nous avons envie de transmettre, non pas pour nous-mêmes, parce qu'on ne peut, je trouve, aborder ce genre d'événement qu'en ayant fait son propre travail d'abord, Mmh. mais pour vraiment contribuer à informer, à éduquer, à sensibiliser, à rendre attentifs Mmh. les gens que ça intéresse sur les vrais enjeux qui sont souvent, à mon sens, pas ceux desquels nous parlons, hélas. Et surtout de le faire de manière différente, c'est-à-dire qu'il ne soit ni dans le drame et dans le pathos tellement lourd que personne n'y survit, ni Mmh. dans la colère, la revendication et le Mmh. qui que ça fait fuir tout le monde. Et dans un cas comme dans l'autre, je trouve que ça dessert le propos de fond Mmh. qui est de pouvoir apprendre collectivement à parler des violences sexuelles, tout court, hein, que ça Mmh. devienne possible parce qu'à l'heure où nous parlons, c'est pas possible. Mmh. C'est d'abord rétablir un dialogue alors? Ben, ma conclusion, temporaire, parce qu'elle changera avec le temps ou pas d'ailleurs, peut-être que ça deviendra le grand sujet que je vais véhiculer par la suite. Je pense qu'il y a d'abord l'étape du silence avant l'étape de la parole. Mmh. C'est-à-dire que d'être enfermé dans le silence qui n'est pas du silence, qui est de la censure si on veut être précis, Ouais, de passer de la censure à l'expression, si c'est très, brutal et radical et soudain, à mon sens, ça ne se passe pas bien. ouais, ouais. Pourquoi? Parce qu'il va manquer d'une manière ou d'une autre de consentement quelque part. Mmh. Et toutes ces questions de violence, qu'elles soient sexuelles ou non, d'ailleurs les violences tout court, à mon sens, sont liées à la notion de consentement. Mmh. Donc le consentement demande du temps, encore une fois, même si c'est 2 secondes, c'est quand même du temps. Mmh. Ça demande de pas zapper cette case, Mmh. sous prétexte que c'est évident, que c'est implicite. Le consentement par essence ne peut pas être implicite Mmh. et ça demande de faire quelque chose que nous tous collectivement n'avons pas appris en général, c'est de commencer par soi-même. Est-ce que je suis moi-même d'abord, consentante d'exprimer quelque chose? Première question. Mmh. Deuxième question, est-ce que je suis en capacité de demander à quelqu'un et de choisir la bonne personne? Parce que ça aussi, hélas, je parle de mon expérience, je me suis souvent adressée aux mauvaises personnes qui ont abusé de ma demande parce que ça leur quelque part, ça leur tendait le bâton pour être battu, comme on dit et donc ce qui a provoqué des nouvelles, violences sexuelles. Mmh. Donc il y a vraiment cette étape qui me semble hyper importante. Souvent, pareil, il y a des injonctions dans ces associations ou dans les campagnes ou quoi, on dit: «Il faut parler». Déjà, c'est pour moi, c'est foutu si ça commence par «il faut» Mmh. et Tout à fait. et après c'est non, pas du tout. Il y a quand, il y a à qui, il y a comment, il y a enfin, il y a ça se prépare d'une manière ou d'une autre si c'est possible. Mmh. La personne qui écoute a besoin aussi de son propre consentement. Donc elle a besoin d'abord qu'on lui demande si elle est d'accord, ensuite qu'elle se demande à elle-même si elle est d'accord, puis qu'elle exprime son accord à la personne qui lui a demandé. Mmh. Et là, ça demande à la personne qui demande de se redemander maintenant qu'elle a l'accord, est-ce qu'elle est toujours en capacité de le faire? Et c'est vivant en fait. Ouais, exactement. C'est pas noir ou blanc, c'est pas, «Ouais, je peux te parler, oui, vas-y», hein. Non, non, c'est Ou ça. pire encore, de ne même pas poser la question et Mmh. de balancer ce genre d'informations parce qu'à un moment donné, des fois ça doit sortir, donc ça sort, Mmh. parce qu'il y a trop de pression et donc c'est poussé dehors d'une manière hyper violente. Mmh. Et c'est terrible parce que les rares, très rares sont les personnes, même celles de qui c'est le métier, qui savent vraiment répondre ou répondre parfois, c'est justement ne rien dire. Oui, juste écouter, accueillir ce qui vient. C'est ça, Oui. accueillir. Mmh. Oui. Mais accueillir, ça ne veut pas dire laisser passer en étant complètement fermé. C'est la différence fondamentale, là aussi, que beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre parce qu'encore une fois, on ne nous l'a pas appris. Laisser parler quelqu'un est très différent d'écouter quelqu'un. Mmh. Écouter, c'est Absolument. pas c'est actif, ça demande de créer de l'espace en soi pour l'autre. Et donc d'avoir aussi la capacité soi-même. Ah oui. Mmh. Donc tout ça n'est pas du tout si simple que: «Il faut en parler» et c'est pas si compliqué non plus. Par contre, ça demande de s'y intéresser, ça demande de prendre le temps, ça demande de remettre en question aussi
de nouveau des bonnes grosses autoroutes, qui sont tout le temps renforcées par les médias, par Mmh. les discours, par, tous ces trucs sur les réseaux sociaux dont tout le monde s'empare alors que la majorité ne savent même pas de quoi ils parlent. Mmh. Ça chaque fois, ça renforce de ces autoroutes qui ne nous rendent pas service. Mmh. Donc, voilà, pour nous, l'idée, à notre échelle et à notre mesure, c'est de vraiment proposer un autre chemin et avec de la douceur et avec, de la légèreté, j'espère, avec des choses qui sont aussi lumineuses. Mmh. Bah, je souhaite le meilleur pour cette, conférence théâtre et qu'elle ait beaucoup Merci. d'écho. Pour rester sur, l'idée de du théâtre et du monde du spectacle, quel rôle ça a chez toi dans ta vie, cette partie, plus artistique? Et est-ce qu'il y a d'autres ramifications à ce côté artistique? Bah, là, c'est très lié au sujet que nous venons d'évoquer. Mmh mh. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'a pris pas mal de temps pour nettoyer, j'ai envie de dire, ce qui devait l'être pour pouvoir retourner, vers ces activités-là et ce monde-là, sans que ce soit terriblement douloureux pour moi. Mmh. Et oui, j'espère évidemment pour la suite, je ne sais pas quelle forme ça va prendre exactement, mais la scène m'intéresse dans ce cadre-là parce que justement, c'est un espace qui permet de pouvoir dire les choses Mmh dans mh. le bon cadre. Mmh. Donc déjà, cette conférence, j'espère qu'il y en aura d'autres, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la redonner ailleurs Ouais. et ou qu'elle va évoluer, qu'il y aura d'autres, des suites Mmh quelque mh. part, d'autres chapitres, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est évidemment notre but. Oui, on Je l'espère. re Bah, merci. Oui, On va vraiment. commencer déjà par voir, comment c'est reçu, qu'est-ce que ça apporte aux gens? C'est vraiment ça la question, hein, Mmh. c'est que ça contribue, hein. Mmh mh. Donc, il y a évidemment ce projet-là. D'autre part, si un jour j'y arrive, j'aimerais beaucoup créer un seul en scène, parce que ça fait très Mmh. longtemps que j'aimerais le faire. Et puis, bah, il y a plein d'autres projets qui sont liés à ça d'un point de vue plus professionnel, par rapport à mon business. Mmh mh. Ça n'est pas du tout étranger à ces questions. D'une part, ben, j'ai monté cette formation Mmh mh. de prise de parole face caméra qui, dans le fond, sert surtout à, je trouve, à se mettre face à soi-même. Mmh. Si l'espace de la prise de parole m'intéresse, c'est pas dans son aspect technique, Mmh mh. c'est vraiment parce que c'est un exercice qui nous oblige tous à nous mettre d'abord face à nous-mêmes. On ne peut pas s'adresser à d'autres personnes sans être d'abord en face à face avec soi, j'ai envie de dire. Mmh. Ou alors ça donne des choses catastrophiques parce que justement il y a tellement d'angles morts et enfin rien n'est conscient et ça peut faire des désastres. Donc c'est pour ça que j'aime travailler cet espace et dans le cadre des entreprises, ça me paraît hyper intéressant parce que ça permet d'aborder des choses de manière à la fois très concrète et sans ouvrir des dossiers qui n'auraient rien à faire en entreprise. Mmh mh. Donc voilà, comme je travaille aussi à la fois en accompagnement individuel et en accompagnement de groupe avec de l'intelligence collective qui émerge, avec toute cette synergie qui est hyper importante, je trouve, bah, ça en peu de temps, ce parcours permet vraiment de faire un sacré chemin autant aux individus qu'aux groupes. Mmh mh. Donc voilà, la suite, c'est de vraiment développer cette formation pour les entreprises. Mmh mh. J'aimerais faire aussi une formation e-learning qui soit accessible de manière autonome sur les émotions Mmh mh. et de vraiment travailler, bah, on en discutait tout à l'heure, de Mmh mieux mh. comprendre comment fonctionnent les émotions qui, elles aussi, sont liées à notre, système nerveux et toutes ces mécaniques quelque part qui sont universelles et que pour autant, je ne sais pas comment ça se fait, nous ne connaissons pas. Mmh mh. Il s'agit de nous! Enfin, c'est quand même fou. Oui. Donc il y a ces projets-là qui sont importants et vraiment, là, je suis en train de retourner complètement sur ce qu'on ne dit pas, encore une fois, en français, le stage fright coaching, Mmh mh. qui est vraiment d'accompagner les gens par rapport à la peur de Mmh mh. s'exprimer, de prendre la parole en public, sur scène, parce que c'est là aussi où j'ai de l'expertise, mais pas Mmh mh. forcément. Et j'aime aussi beaucoup travailler avec les jeunes, donc Mmh. je trouve que c'est important assez tôt dans la vie de faire ce genre de travail-là sur soi. Mmh mh. Bref,
Et je ne continue pas la liste parce que quand on pense à celle que tu as dressée tout à l'heure, il y en a pour 10 minutes, hein. Plein de choses qui t'enthousiasment encore. Oui, sans ça, sans l'enthousiasme, je ne suis plus rien, je crois. Et ce n'est pas près de se tarir. C'est porteur. Ça dépend quel jour, parce qu'après, je suis aussi écrasée au fond de mon lit en train de récupérer des cuillères. Je suis en train de mentionner là la théorie des cuillères. Mmh. Hem, donc oui, si tout va bien, mais ça me prend évidemment de l'énergie. Je ne suis pas comme ça H24, je tiens à le préciser, hein. Tu as te Oui. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est justement la théorie des cuillères? Ça peut être intéressant. Oui, bien sûr, j'ai eu la chance de tomber sur ce texte encore une fois en anglais. Mmh. Oui. C'est un texte métaphorique d'une femme qui vit aux États-Unis et qui, est atteinte de lupus, Mmh. qui est une drôle de maladie systémique qui provoque entre autres un épuisement assez généralisé, Mmh. qui a des phases de haut et de bas. Et elle décrit dans ce texte sa conversation avec sa meilleure amie qui un jour, alors qu'elle a l'habitude de connaître, son amie avec cette maladie, lui demande de lui expliquer: «Mais c'est quoi au fait, qu'est-ce que tu vis?» Mmh. Et elle utilise des cuillères qui sont des cuillères physiques qu'elle récolte autour d'elle parce qu'elles sont dans un bistrot pour, vraiment imager le stock d'énergie qu'elle a à disposition qui, d'une part, est limité, Mmh. alors que la majorité des gens qui ne vivent pas avec des handicaps quels qu'ils soient, ben, ne se rendent pas compte quelque part que leur énergie est limitée et de qu'est-ce qui coûte quoi. Mmh. Et donc ça permet, d'un point de vue métaphorique, de rendre extraordinairement palpables Mmh. des choses qui ne le sont pas du tout. Et c'est très universel en même temps parce qu'il y a 1000 et une maladies physiques et mentales qui ont les mêmes conséquences sur les gens, à savoir ne leur laisser qu'un tout petit quota d'énergie par jour. Mmh. Et donc, ben, ça fait que les uns et les autres doivent apprendre à vraiment faire de la gestion de stock. Mmh. Et chaque journée devient un challenge de prédiction quelque part de ce qui va se passer pour pouvoir être sûr de terminer la journée. Mmh. Donc c'est quelque chose que je connais bien, que je vis Mmh. aussi depuis très longtemps et j'ai trouvé que ce texte était tellement incroyablement puissant de par, évidemment la force de la métaphore qui est universelle, Ouais. que j'ai décidé de le traduire en français. Je suis allée chercher l'appui professionnel de Gaëlle Miani, Mmh. qui a une boîte qui s'appelle Les Mots, juste à Mmh. côté de Lyon et qui est une experte extraordinaire en langue au pluriel Mmh. et qui a une maîtrise du français très particulière qui m'a permis avec elle de vraiment, comment dire? Le but pour moi, c'était que, la traduction ne soit pas une simple traduction, que le texte offre vraiment toute sa profondeur Mmh. en français. Ouais, ouais. Et donc ça a été là aussi un travail que j'ai décidé de faire toute seule, qui était pas rémunéré et voilà, enfin, qui Mmh. m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, hem, pour pouvoir contribuer à le diffuser dans la francophonie, donc il est Oui. disponible sur mon site. Ah bah, je le mettrai aussi en lien. Merci beaucoup. Merci pour ce Merci à toi. travail. Est-ce que tu as d'autres routines qui permettent de rééquilibrer ou d'arriver à récupérer de l'énergie, Alors où nous parlons, il y en a toute une série. J'ai besoin donc déjà, première chose, de beaucoup de temps, j'appelle ça du temps de sédimentation. Mmh. Donc, comme tous les stimuli et en particulier si dès que je sors de chez moi, me prennent des cuillères, comme ça maintenant je peux Ouais, parler en cuillère, c'est super. exact. Hem, voilà, d'un point de vue émotionnel, mais aussi des stimuli, tout à fait concrets, le bruit, les odeurs, enfin tout. Mmh. J'ai besoin de temps quotidien, je ne peux pas faire sans de récupération qui veut dire pour moi ne plus être en train de gérer des choses et donc oui, d'être dans le faire. Mmh. Ça, c'est fondamental et après, ben, comme j'ai toute une collection de troubles neurodéveloppementaux, qu'il y a encore ce travail de fond sur le syndrome de stress post-traumatique et après il y a la vie aussi, Oui. hem et il y a qui je suis en tant qu'être humain et mon fonctionnement, ben, oui, ça donne plein de trucs.
Ben, déjà, j'ai une collection de gens qui sont un peu comme les coureurs de Formule 1 qui s'arrêtent au stand, puis il y a un expert pour chaque partie de la voiture, hein. J'ai enfin, après tout ce temps, trouvé des experts pour les différentes parties, donc le système nerveux, la Mmh partie, mh. de l'ostéopathe, de la nutrition qui est fondamentale, Mmh. de la fasciathérapie, par exemple. Enfin, il y Mmh. a toute une collection comme ça de gens auxquels je fais appel et qui prennent soin de ma carcasse, j'ai envie de dire. Mmh. Aussi mentalement évidemment, de la supervision qui est fondamentale dans l'exercice de mon métier, je trouve, et un groupe de supervision. Mmh. Il y a, les douches froides qui m'ont sauvée, je pense, par rapport aux symptômes du TDAH. Mmh. Ça aussi, c'est un vaste chapitre, mais parce que c'est de loin pas la seule chose. Mais pour Mmh. moi, ça fait une immense différence et j'y étais venue naturellement avant même de savoir que j'avais ce truc-là. Hem, Mmh. donc c'est intéressant de voir il y a plein de choses finalement que j'ai mises en route sans du tout comprendre et un jour, bah, j'ai pu faire le lien avec ce avec quoi c'est vraiment lié. Donc c'est Ouais. intéressant. Très important aussi de savoir dire non, hein. C'est, je Oui. crois, dans les routines et dans les rituels et dans les compétences de vraiment pouvoir faire des choix qui sont respectueux du stock de cuillères, Mmh. de ce que j'ai envie de vivre, de qu'est-ce qui va me nourrir ou au contraire me coûter dans tous les sens Mmh. du terme. Enfin, il y a tout ça aussi. Mmh. Et dans l'espace entrepreneurial, c'est la même Mmh. chose. Il y a toute Mmh. une hygiène quelque part, une écologie Mmh. à, à maintenir. Donc là aussi, j'ai des gens qui m'accompagnent maintenant sur certains aspects. Donc Mmh. bref, c'est beaucoup de petites choses qui, mises tout ensemble, font que j'arrive maintenant, et c'est assez récent, hein, à, Mmh. à fonctionner d'une manière, je vais dire le gros mot, Corinna, normale. Alors ça n'est pas du tout normal, mais qui est fluide, je vais Ouais, dire, pour plus apaisé, oui, puis surtout que ça soit vraiment fonctionnel. ouais, ouais. Oui. Que tout ne soit pas des montagnes infranchissables du matin au soir. Nous arrivons gentiment à la fin de cet entretien. Je me demandais s'il y avait quelque chose dont nous n'avons pas parlé et que tu aimerais dire encore? Probablement plein de choses, mais il y en a une qui me vient à l'esprit, Mmh mh. c'est de te poser la question à toi parce que j'ai dit ça tout à l'heure, au début de notre conversation et puis ça me Mmh. revient maintenant. Tu me posais, je crois, c'était au moment oui, de déranger et je Mmh mh. disais, peut-être que toi tu peux en témoigner vu que tu es Mmh mh. passé par mon cabinet il y a quelques années. Alors j'ai envie de terminer en te posant la question à toi, sachant qu'évidemment tu réponds si tu veux et ce que tu veux. Est-ce que ce terme de déranger dans le bon sens du terme donc, Mmh. correspond à ton vécu par rapport à ce moment où tu es venu me voir il y a quelques années, professionnellement? Oui, tout à fait, parce que, je suis venue avec une question, que j'avais bien formulée, délimitée dans ma tête et puis, grâce à toi, elle s'est modifiée et elle a pris une autre forme et j'ai pu voir les choses, d'une manière différente par rapport à la question qui m'avait amenée et qui dont je ne sortais pas. J'étais finalement enfermée dans cette question et puis tu m'as ouvert un peu tu m'as ouvert des horizons, tu m'as fait voir cette question d'une autre manière qui m'a ouvert d'autres pistes. Donc oui, tout à fait. Je te Merci. remercie d'avoir accepté de répondre toi à ma question. Avec plaisir, merci 1000 fois en tout cas d'avoir participé à cet épisode aujourd'hui et je mettrai donc tous les liens utiles pour te contacter et aussi celui en lien avec la conférence théâtre dans la description de l'épisode et merci à toutes et à tous pour votre écoute et à bientôt sur Tissage. Merci encore à toi et bon vent à tissage. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la version podcast, là où vous écoutez vos podcasts. Pour s'abonner à la newsletter, c'est sur le lien tissage.substack.com. À bientôt sur Tissage et n'oubliez pas de prendre soin de vous et aussi des autres.